Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan lecture de tous les livres que j'ai lus durant le courant du mois d'août. Août a été un mois, comme je l'espérais, plutôt prolifique en termes de lecture puisque j'ai lu 9 romans. Donc je vais vous parler de 9 titres, voire même un que j'ai lu en juillet mais que je ne pouvais pas dissocier de son tome 2, vous allez comprendre pourquoi. Malgré tout, ça va être un point lecture, je pense, assez succinct malgré tout, puisque j'ai lu 9 romans, 10 en vrai. Mais il y a plusieurs romans qui font partie d'une même série, donc voilà, je vais pouvoir en parler ensemble de manière assez rapide malgré tout. Bref, je blablate, je m'égare un peu, vous allez comprendre. Donc, pas de mauvaises lectures durant ce mois d'août, plutôt des lectures bonnes, très bonnes, voire excellentes. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. On va démarrer tout de suite par le titre qui m'a moins convaincue avec des guillemets, c'est malgré tout resté une très chouette lecture. J'ai lu et j'ai donc terminé la série Cœur d'acier de Brandon Sanderson avec son tome 2 Brasier et son tome 3 Calamité publié au livre de poche. J'avais lu le tome 1 lors du mois de la SF, je crois, une lecture commune qui était organisée par Dorian, Monsieur Cadric. J'avais bien aimé ce tome 1, une lecture plutôt sympa dans la ville de Chicago qui s'appelait maintenant dorénavant la ville de Newcago. On est dans un monde dans lequel sont apparus des épiques, c'est-à-dire des hommes et des femmes doués de super pouvoirs, un peu genre X-Men. Sauf que dans la majorité des cas, ces épiques, à cause de leur pouvoir, deviennent mauvais. Et dans la majorité des cas, soit s'affrontent, soit se mettent à commettre des méfaits, soit, dans le cas de Chicago, s'emparent de la ville de Newcago et en font une espèce de petite dictature. Dans le tome 1, on rencontre un jeune homme dont j'ai oublié le prénom, David, qui veut absolument tuer Cœur d'acier, qui est donc l'épique qui dirige la ville de Newcago, parce que cet homme a tué son père et on va le suivre dans cette volonté qu'il a de se débarrasser des épiques, en tout cas d'essayer eh bien de, pas forcément de les détruire, mais en tout cas de les faire revenir à une certaine humanité. Dans ces tomes 2 et tome 3, c'est un peu les mêmes qualités et les mêmes défauts que j'avais dans le tome 1. Globalement, pour l'écriture de Sanderson, hein, ça se lit tout seul, c'est addictif, c'est très dynamique, on a beaucoup d'actions, beaucoup d'événements, beaucoup de rebondissements. C'est également une série que je trouve hyper cinématographique, je ne serais pas surprise que ça soit adapté tôt ou tard en film, voire en série télé. Il y a vraiment matière à faire des choses assez sympas avec cette histoire. Dans le tome 2, on sort de la ville de Newcago pour aller Babylone restaurée, qui est l'ancien Manhattan. Donc on a un univers qui se développe davantage, on a également des personnages qu'on développe un peu plus, dont pas le système, mais l'univers des épiques, il nous est également un petit peu plus expliqué. Toujours un bon rythme, une bonne construction, mais un peu comme dans le tome 1, une lecture un peu détachée de ma part, et même si ça reste distrayant, ben ça reste juste distrayant, voilà. Un tome 3 que j'ai trouvé par contre un tout petit peu plus profond, hein. On reste quand même dans quelque chose d'assez light, on va dire, hein. Un tome qui a un petit peu plus de longueur. Je trouve que Sanderson s'attire un peu sur certains moments. Il prend un peu plus de temps pour expliquer les choses. On a toujours beaucoup d'actions, de rebondissements, ça ne change pas. On a quelques facilités, quelques passages que j'ai trouvé un petit peu flous. Et puis une fin que j'ai trouvé un petit peu longue également. Je dirais une fin un peu facile, voilà, globalement, mais qui m'a satisfaite. Je trouve qu'elle clôture bien la série. L'auteur, je trouve, se laisse également la possibilité de revenir dans cet univers s'il en a l'envie, l'occasion, je ne sais pas. Donc voilà, globalement une trilogie que j'ai bien aimée, qui était très sympa, très distrayante, dans un univers type un peu avec des personnages à la X-Men. À mon goût, ça manque globalement un petit peu de profondeur. Je trouve que ça reste un petit peu en surface sur pas mal de choses, des choses qui sont pas forcément vraiment expliquées non plus. C'était distrayant, c'était très sympa. Voilà, je vous la recommande si vous avez envie de découvrir Sanderson, ça peut être une bonne porte d'entrée. On est plutôt, je trouve, sur du young adulte, mais voilà, c'est pas du tout un défaut pour moi. Voilà, je continuerai à découvrir Sanderson. Je suis ravie en tout cas d'avoir lu cette série et donc de l'avoir terminée. Ça, c'est plutôt cool, une série terminée. Une autre série que j'ai terminée, et alors certains d'entre vous l'avaient choisie dans ma pile à lire de reliques pour 2023. La vidéo est toujours en ligne.
Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite bien évidemment à participer à la fois dans les poches et dans les grands formats. Ça, c'est une série, je crois que c'est au Pays de Toti. Elle a lu le tome 1 et donc elle m'avait conseillé de lire la suite. Dont acte, j'ai terminé la série Les Bannis et les Proscrits de James Clemens. J'ai donc lu de la briquette le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Je vais garder le tome 5 parce que je trouve que la couve est très jolie. Ici, on est dans un univers de fantasy dans lequel on fait la rencontre dans le tome 1 de Elena, rien à voir, Elena, une jeune femme qui, à l'arrivée de ses premières règles, va développer des pouvoirs de sorcière. Sauf que dans cet univers, les femmes n'ont plus de pouvoir, il n'y a plus de sorcières depuis bien longtemps. Ce sont les hommes qui ont du pouvoir. Elle va du coup être poursuivie, se retrouver au cœur d'une prophétie. Un groupe de personnages va se constituer autour d'elle et donc au fur et à mesure des tomes, elle va avancer dans une quête pour essayer d'abattre la créature, en tout cas, oui, la créature maléfique qui veut s'emparer de son univers. Tome 3, 4 et 5, alors je vais pas cacher qu'au début du tome 3 j'ai à nouveau un petit peu galéré, ça ne fait que conforter mon idée qu'il faut vraiment que j'essaie d'enchaîner les sagas. Alors là j'ai enchaîné les 3 tomes, c'est assez particulier, hein. Pas forcément enchaîner les tomes l'un après l'autre, peut-être les espacer d'un mois ou d'un autre roman entre deux. En tout cas là c'est ce que j'ai choisi, d'enchaîner les 3 derniers tomes vraiment pour terminer cette saga, ne plus la faire traîner, ça fait dater quand même un petit peu. Au début du tome 3, j'avoue que j'ai un petit peu quelques difficultés à raccrocher les wagons. C'est revenu assez vite, mais il n'empêche que même en étant arrivé au tome 5, j'ai eu l'impression d'avoir malgré tout perdu quelques informations. Dans les 3 tomes, un peu comme avec Cœur d'Acier, j'ai retrouvé les mêmes qualités et les mêmes défauts. C'est addictif, ça se lit super bien. Franchement, James Clemens, il a une plume... c'est très accessible, très agréable, on est assez vite entraîné. Il a beaucoup de personnages, beaucoup de lignes narratives, il ne délaisse finalement assez peu de personnages dans ses personnages principaux. À chaque personnage secondaire, il va développer une histoire personnelle, qu'elle soit plus ou moins longue, et cette histoire va elle-même s'entremêler ou s'alterner parfois avec la trame principale, avoir un lien parfois avec la quête d'Elena. C'est bien fait, c'est vraiment très bien construit, très bien amené. On a également un côté dark qui arrive dans certains tomes avec des créatures ou des événements ou des choses de magie qui sont un petit peu crades, un petit peu sales. On a des araignées, tout un tas de créatures qui sont pas forcément ragoûtantes, on va dire. On a une histoire d'amour qui prend pas trop le pas, donc ça c'est plutôt cool également. Par contre, je trouve, notamment dans le tome 5, je trouve qu'il y a quelques longueurs. Par moment, ça pour le coup, c'est dans les 3 tomes, hein, des choses que je trouvais un peu fouillis, pas forcément très claires. Alors, est-ce que c'est dû au fait que j'avais lu le tome 2 il y a un petit moment, ou est-ce que vraiment c'est lié à l'histoire? Du coup, je suis pas trop en mesure de trancher. J'ai beaucoup aimé que l'auteur ne ménage pas ses personnages hein, dans ces 3 tomes. Hein. Les personnages sont vraiment bousculés, chahutés, dans le cadre de chacun ayant sa quête personnelle à accomplir. Ouais, ils sont aussi un peu bousculés dans leur certitude, un peu malmenés, et ils doivent parfois prendre des décisions difficiles. Ça m'a aussi beaucoup plu. Voilà, il y a également, alors surtout dans le tome 4 et le tome 5, beaucoup de combats. Il y a vraiment beaucoup de combats. Si vous aimez la fantasy épique, je pense que c'est parfait pour vous. Voilà, une fin de série classique, voilà. Pas forcément hyper originale, mais une fin qui m'a également, un peu comme Cœur d'Acier, qui m'a satisfaite. Globalement, je garde de cette série un bon souvenir, malgré quelques longueurs. Voilà. Est-ce que c'était dû à moi? Voilà, je ne saurais pas trancher, en tout cas. Et je vous la recommande si vous aimez, comme j'ai dit, plutôt la fantasy épique. Attention, cependant, beaucoup de personnages, beaucoup de lignes directrices, beaucoup de trames narratives différentes. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous gêne un petit peu, sachez que il y a beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup de monde. Par contre, il y a une autre qualité de James Clemens, je trouve, là j'y pense, c'est sa capacité à intégrer beaucoup de créatures, vraiment des dragons, de la magie, des sorciers, des métamorphes, enfin voilà, il y a vraiment plein de créatures. Et ça aussi, c'était plutôt cool. Voilà. Donc globalement, une série très cool que je vous recommande. Je suis également, tout comme Cœur d'Acier, très contente d'avoir terminé parce que ces 3 tomes étaient quand même de sacrées briquettes. Et c'est également une relique, hein, donc vraiment je suis assez fière de moi de l'avoir terminée, cette relique. Je vais vous parler ensuite d'un roman que j'ai lu. Alors,
petite entorse, j'ai choisi de regrouper avec un tome que j'ai lu au mois de juillet, puisque je vais vous parler de Dôme de Stephen King, publié au livre de poche. Donc j'avais lu le tome 1 en juillet avec le groupe 1 King par mois, on a enchaîné en août avec le tome 2, et j'ai choisi de vous parler des deux en même temps, puisque nous en France on a coupé en deux, mais il faut savoir qu'à l'origine c'est un seul roman. Donc, j'avais pas forcément envie de faire un avis le mois dernier avec un seul tome. Je me suis dit que je ferais les deux en même temps et ça me paraissait plus cohérent. On est ici quand même sur globalement une briquette de 1000 pages. Donc, Stephen peut se donner à cœur joie dans ses longueurs. Alors, certains appellent ça des longueurs, d'autres appellent ça le style Stephen King. Voilà, je vous laisse mettre le mot que vous voulez derrière ça. L'histoire, elle est un petit peu longue à démarrer, en même temps c'est assez normal, hein. Il y a beaucoup de personnages. Alors si jamais vous ne connaissez pas, on va être dans la ville de Chester's Mill et un dôme, voilà, va du jour au lendemain tomber sur cette petite ville et va la couper du monde en termes de communication, en termes d'eau, en termes d'oxygène, voilà, elle va être complètement isolée, coupée du monde, et bien évidemment avec Stephen. La touche fantastique va être un prétexte pour lui, pour nous montrer toutes les problématiques, toute la mauvaise âme humaine et tout ce qui peut se passer dans une petite ville complètement isolée. Tous les secrets vont éclater. Et voilà. Donc, je disais au démarrage, hein, voilà, ça prend un peu son temps. Ça m'a beaucoup fait penser au Fléau au début, de par la construction, puisqu'on va suivre beaucoup de personnages différents qui vont nous raconter chacun comment ils ont vécu l'apparition du dôme, comment ils ont réagi, qui est mort, qui est vivant. Au début, j'avais même tendance un petit peu à mélanger certains personnages, puis au bout d'un moment, on voit assez vite quels sont ceux qu'on va retrouver. Et voilà, au bout d'un moment, mon cerveau a réussi à raccrocher les wagons. Voilà, c'est un peu difficile au début, mais finalement voilà, ça s'installe assez bien. Donc comme je disais, finalement le fantastique en dehors du dôme en lui-même, il est assez peu présent. On va vraiment être plus sur des questions de société, hein. Comment va se comporter cette petite ville complètement isolée du monde, qui est un petit peu en huis clos. On va avoir un des adjoints de la mairie qui va exploser un peu en mode dictateur. On va voir les complots politiques, on va voir les liens, et puis voilà, les secrets que chacun cachait vont finir par exploser. On est dans une petite ville américaine comme Monsieur King, scène où il est représenté avec tout un tas de personnages éminemment détestables, que ce soit dans leur attitude ou dans leurs pensées, dans leurs opinions politiques et autres. On a quelques scènes très dures dans cette première partie de roman. Voilà, et puis dans la première moitié, voilà, on arrive à peu près à la moitié là. C'est bon, ça y est, Stephen King il a tout posé. Et dans la deuxième partie, alors là, ça va envoyer du bois. La deuxième partie du roman, elle est, j'ai trouvé moi beaucoup plus addictive que la première partie. Là, à contrario, on connaît tout le monde, on voit tous les secrets des uns et des autres, et là on est vraiment complètement dans l'action dans la deuxième partie. On est sur un rythme à fond les ballons, sur les chapeaux de roue, et on va suivre l'évolution, la destruction même parfois, de tous les personnages qu'a posé King dans la première partie, hein, voilà. Certains vont mourir, certains vont vivre des choses assez dures. Voilà, lui non plus il ménage pas ses personnages. C'était assez intéressant. Il tient le suspense du dôme vraiment très longtemps. Alors on l'a déjà dit, hein, Monsieur King n'est pas le meilleur dans les fins. Et là j'avoue que la fin elle est... alors je vous invite à aller voir le live, hein, sur le groupe Facebook Un King par mois ensemble. On était assez tranchés au niveau des fins. Il y a certains comme moi qui ont trouvé que la fin était... un peu bof, un peu facile, un peu... Alors moi ça m'a beaucoup fait penser au fameux Deus Ex Machina. Vous savez, tout d'un coup il y a un truc qui tombe et hop, c'est la solution, c'est formidable. Moi j'ai trouvé ça un peu facile, un peu tiré par les cheveux. Voilà, une fin qui m'a pas forcément hyper convaincue. Certains l'ont plus apprécié, ont accepté que finalement ce qui était intéressant c'était le chemin parcouru et pas forcément la fin. Alors je suis d'accord, j'ai adoré le chemin, j'ai adoré suivre l'auteur de tout ce qu'il m'a raconté dans ces deux romans, dans cet énorme roman. Mais la fin me laisse quand même un petit goût de bof, et c'est un petit peu dommage. Malgré tout, je trouve que ce roman-là, en tout cas cette duologie, ce roman, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, elle est un peu sous-estimée. C'était excellent. Vraiment, j'ai trouvé ça excellent. La manière dont il nous présente tous ces personnages. Et puis oui, j'aurais adoré aussi qu'il y en ait certains qui souffrent.
hein, beaucoup plus que ce qu'ils ont souffert. Voilà, là, il y en a certains, leur fin est un petit peu trop gentillette à mon goût. Voilà, ça c'est mon côté psychopathe qui parle. Voilà, si vous avez jamais lu Dôme, franchement, allez-y, foncez. C'est vrai que c'est un titre qu'on voit, je trouve, peu passer dans tous les romans de King qu'on peut voir passer un peu partout. Et voilà, je suis ravie de l'avoir découvert avec le groupe. Idem, hein, il était dans ma pile à lire depuis un sacré moment, parce que moi j'ai cet ancien coffret, j'ai pas la nouvelle version de Dôme. Et je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Et ben voilà, il va rester à la maison encore un petit moment. Il va aller rejoindre ses copains au roman Stephen King. Et voilà, je vous invite bien évidemment à nous rejoindre sur le groupe si vous voulez continuer à découvrir des King, tout simplement. Autre roman, alors là celui-là vous l'avez vu passer je pense partout, hein. C'est pas une fin de saga, je le lirai avant la fin de l'année, c'est un tome 2, j'ai lu, toujours avec Laurent alias Lado Vintage, le tome 2 de Nevernight de J. Christophe, publié chez De Saxus. Moi j'ai la version brochée que j'aime beaucoup. Résumé du tome 1, dans le tome 1 on va faire la rencontre de Mia, une petite fille, plutôt une adolescente au début du tome 1. Ses parents étaient les dirigeants, en tout cas faisaient partie de l'élite de la société, j'ai oublié le village ou la ville dans laquelle elle habitait bien évidemment, l'élite de la société de Itreya je crois, il me semble que c'est ça, et son père on le traite de traître justement. On le bannit de la ville et puis surtout on le tue, on le pend hein, pour traîtrise au roi ou à l'empereur en place, je ne sais plus. Et puis sa famille également, sa femme étant emprisonnée avec son fils et sa fille est censée avoir été tuée également. Sa fille c'est Mia, donc au début du tome 1, elle a 16-17 ans je crois, et elle est bien décidée à intégrer l'église rouge, qui est une église d'assassins. En fait, donc dans le tome 1, elle va intégrer l'école d'assassins de l'église rouge avec un objectif en tête qui est de venger sa famille et donc de tuer tous les hommes qui ont détruit, qui ont assassiné son père et détruit l'ensemble de sa famille. Ici, on est dans les événements directs suite du tome 1. Je ne peux pas trop vous en dire, forcément tout serait spoil, ça serait vraiment dommage. Globalement, c'était une excellente lecture, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que un peu comme dans le tome 1, il y a la première partie du roman, première partie qui est un petit peu lente à démarrer, c'était déjà le cas dans le tome 1, c'est aussi le cas dans le tome 2. Ici on va être dans un univers de gladiateurs et moi c'est un univers que j'adore, donc cette partie-là avec tous ces gladiateurs, tous ces combats, les liens qui vont se créer entre tous les personnages, ça m'a beaucoup plu. On a pas mal de rebondissements que j'ai trouvé intéressants, des rebondissements que moi je n'ai pas vu venir, un grand naïf que je suis. Les personnages sont vraiment attachants, c'est vraiment une vraie force qu'il a cet auteur à nous attacher, à nous rendre attachants, voilà, tous les personnages qu'il nous présente, alors pas tous, hein, certains sont éminemment détestables bien sûr, mais certains sont vraiment très attachants, très touchants, parfois on est triste pour certains, et ça c'était cool. C'est un tome 2 qui est très rythmé. Une fois qu'on a passé ces débuts de longueur, il y a beaucoup d'action. Il étoffe également l'univers, hein, puisqu'on sort de l'école d'assassins pour rentrer vraiment à Itreya et autres. Donc il étend un peu son univers. On découvre également comment est le monde, comment vit le monde en dehors de l'école d'assassins. Et Mia également, elle découvre aussi que finalement il y a une vie derrière cette école d'assassins et que derrière les objectifs personnels qu'elle a, eh bien, il y aurait peut-être aussi autre chose. Et alors elle a son objectif, elle n'en dévie pas, et ça pour le coup c'est aussi très bien de la part de l'auteur de ne pas nous faire une girouette, hein, pas du tout, c'est un personnage que je trouve très cohérent, pour ça très bien fait, mais elle se pose des questions quand même, voilà, elle apprend un certain nombre de choses par rapport à l'univers dans lequel elle vivait jusqu'à présent, même en étant enfant, elle a certaines convictions, et finalement elle se rend compte qu'elle apprend des choses, notamment par rapport à l'esclavage, à tout un tas de choses, et elle se pose des questions. Et en tout cas, ça la heurte un peu, même si ça la dévie pas de son objectif, ça la heurte. Et ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Alors, je me demande comment l'auteur va nous continuer à nous la faire évoluer au sein du tome 3. Il y a également un énorme événement à la fin du tome 2. J'ai hâte de voir ce que l'auteur va en faire. Le tome 3, normalement, je le lis en novembre avec Laurent également. Et peut-être Laetitia. Je n'ai pas cité Laetitia du Conte Galet. Elle a lu le tome 2 avec nous. Et si elle est OP...
Elle lira aussi avec nous en novembre. Voilà, c'est une série qui globalement, je trouve, moi, quand je la lis, souffre un peu de la hype générale, puisque on l'a vu partout, on a vu le tome 1 partout, on a vu des coups de cœur, on a vu meilleure lecture de l'année, bref, on a vu énormément d'avis positifs sur ces 2 tomes, sur la série en général. Je rejoins l'avis général en disant que je trouve que c'est une excellente série de fantasy, qui tire quand même un peu vers l'adulte, hein. Il y a quand même pas mal de scènes un peu difficiles, hein. Là, à nouveau, on est dans une série où l'auteur, il ménage pas du tout ses personnages, que ce soit le personnage principal ou les autres, hein, sans pitié. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'aime aussi bien, j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que quand vous lisez un roman où vous avez entendu tellement d'éloges, vous pouvez pas vous empêcher à la fin d'être un petit peu déçu. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais par contre, voilà, je maintiens, c'est une excellente série et vraiment, j'ai passé un excellent moment de lecture. Et bien évidemment, je lirai et je découvrirai ce tome 3. Désolée pour le bip, j'ai un petit souci avec mon alarme, comme ça, vous savez tout. Autre roman que j'ai lu dans le courant du mois d'août et que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un service presse que m'ont envoyé les éditions ActuSF, c'est Wasberg de Cédric Ferrand, donc chez ActuSF, donc c'est dans leur très très jolie collection en hardback. Ici, alors, je vais avoir du mal à résumer, on va être dans la cité de Wasberg et on va suivre, j'allais dire, tout simplement, tous les habitants, enfin tout, une grande majorité des habitants de cette ville. On est dans un univers de fantasy, clairement. Et donc, voilà, on est dans la ville de Waldsburg. Alors, d'abord, ce qui m'a marqué dès le démarrage, c'est le style de l'auteur. On est dans un style au niveau de l'écriture qui est assez argotique, hein. C'est un style qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Ça m'a un peu fait penser par moments au parler, où il est titi parisien du début du XXe siècle. Voilà, un style assez argotique, beaucoup de mots très familiers, alors pas vulgaires, mais vraiment, ouais, argotique, et ça m'a un peu déstabilisée au début, je ne m'attendais pas forcément à ça. Et on est dans un roman de crapule fantasy. Alors moi, j'avoue, j'adore ça. Donc on va suivre des escrocs, des voleurs, des assassins, des arnaqueurs, des sales types, et parfois juste des individus qui habitent, hein, dans la ville et qui simplement essaient de survivre dans cette ville. Et donc pour pouvoir y survivre, voilà, ils sont obligés de faire des compromissions, ils sont obligés parfois de faire des choses un peu crades, ils sont obligés de voler, enfin voilà. C'est de la crapule fantasy. Donc si vous cherchez des héros ultra positifs, bon vous en aurez pas forcément là, quoi, hein. Vous aurez des gens qui parfois veulent essayer juste de survivre et de tenir 4, 5, 10, 15 ans en essayant de profiter du système, voilà. Donc si c'est un style, quelque chose que vous aimez pas, mais moi j'aime beaucoup, et on est dans un format, alors, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des nouvelles? Peut-être, c'est-à-dire que chaque chapitre va vous présenter un personnage, un endroit de la ville, un événement lié à cette ville, hein. Vous allez également découvrir le maire et autres, hein, les gens qui dirigent cette ville, qui sont tout aussi pourris que les gens qui habitent en bas, hein. Il n'y a pas de différence. Et chaque chapitre va nous raconter un bout de cette ville, voilà, donc en mode tranche de vie. Parfois vous allez retrouver des personnages que vous avez vus dans les nouvelles précédentes, vous avez certains personnages que vous avez vus dans le chapitre 3 par exemple, et le chapitre 15 il va mourir, voilà, vous avez des choses comme ça, des personnages que vous allez retrouver, mais presque on pourrait lire les chapitres de manière complètement indépendante. Moi j'ai beaucoup aimé, vraiment, ça sort des schémas de la fantaisie classique, hein. C'est pas de la fantaisie épique, c'est pas du complot. Voilà, on suit cette ville avec ces personnages qui sont tous plus pourris les uns que les autres, tous plus méchants, et puis parfois juste ils essaient de survivre, donc voilà, ils sont obligés de faire des choses un peu crades, mais voilà, ils sont pas tout blancs, on n'a pas de chevalier blanc ici, hein, pas du tout. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que j'aime bien suivre ce genre de personnages, et une fois que l'écriture, vous l'acceptez, vous la validez, une fois que ça passe avec vous, moi c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai vu que c'était un roman qui n'était pas forcément très bien noté sur Livre Addict. Moi, j'ai adoré. Je pense que vraiment, je peux dire que j'ai passé un super moment. Et je prendrais beaucoup de plaisir à lire Cédric Ferrand dans d'autres titres. Mais j'ai conscience à nouveau que de par la construction et par le style de l'auteur, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà. Mais si vous aimez la crapule fantasy et si l'écriture un peu argotique vous dérange pas, franchement, foncez. Moi, j'ai passé un excellent moment. C'était vraiment super. Et le livre, meilleure lecture du mois d'août. Alors, est-ce que je peux dire que je m'y attendais? Je fondais beaucoup d'espoir sur ce roman parce que c'est un roman qui, à nouveau, sur Livre Addict, a une note incroyable. Je crois qu'il a 17 ou 18, ce qui est quand même excellent. Je l'avais vu sur le compte de Galéane il y a quelques temps. Elle avait également beaucoup aimé et j'ai adoré.
adoré. Vieux, râleur et suicidaire, La vie selon Ove de Frédéric Backman, publié chez Pocket. J'ai adoré ce roman. Voilà. Est-ce qu'on peut le qualifier de feel good? Je ne sais pas. On va se faire la rencontre de Ove, un papy qui vient d'être mis à la retraite par l'entreprise pour laquelle il travaillait depuis toute sa vie. Il vit dans un petit lotissement, le même lotissement depuis toujours. Sa femme est décédée peu de temps avant le début de l'histoire. Et Ove, eh ben, il a décidé de mettre fin à ses jours. Voilà, il a décidé de mettre fin à ses jours. Sauf que, eh ben, malheureusement pour lui, à chaque fois qu'il va vouloir mettre fin à ses jours, il va se passer quelque chose et il ne va pas pouvoir se suicider. Ove, il est ronchon, il est râleur, il est grincheux, il a des habitudes et il ne veut pas dévier de ses habitudes. Il était fou amoureux de sa femme qu'il aimait plus que tout. Il est très malheureux de son décès. Et il a du mal à continuer à avancer. Enfin, c'est même pas qu'il a du mal, il a plus envie. Voilà, il voit pas d'intérêt, il voit pas d'objectif. Il est extrêmement cartésien, extrêmement pragmatique. Tout est paramétré et réglé chez lui. Il a un petit côté Forrest Gump, notre petit Ove. Et si vous aimez ce personnage, franchement, le roman, c'est une pépite. C'est une pépite. Alors après, si vous n'accrochez pas du tout à Ove, forcément, voilà, ça va pas le faire du tout. Il y a beaucoup d'humour, j'ai beaucoup souri, j'ai beaucoup ri, j'ai été émue à de multiples reprises. C'est une histoire qui est tellement douce, positive, bienveillante. Alors, on va pas se mentir, au niveau du style, on est sur quelque chose de très simple, hein. Il n'y a pas de complexité narrative, il y a des petites facilités, on est sur une espèce de comédie douce amère, à la limite, je trouve, par moments du feel good. Donc, si vraiment vous voulez des choses hyper cartésiennes, hyper logiques et tout ça, peut-être que ça vous plaira pas également, voilà. Mais si vous acceptez comme moi de vous laisser juste porter par ce personnage et juste d'avoir envie de le voir continuer à avancer, il faut lire La vie selon Ove, c'est un super personnage. On va découvrir l'histoire d'Ove par une alternance de passé et présent, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir un chapitre dans le présent, il va se passer un certain nombre de choses et puis parfois un événement va lui rappeler quelque chose, on va repartir dans le passé pour découvrir la vie de Ove depuis sa naissance jusqu'au moment auquel on est au début de l'histoire. Je suis d'accord aussi, parce que c'est ce que j'ai vu sur certaines critiques, des personnages qui sont parfois un petit peu caricaturaux. Je suis d'accord, voilà. Je suis d'accord pour la facilité, je suis d'accord pour le style pas incroyable, je suis d'accord pour le côté parfois un peu... alors pas gnangnan, parce que je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais pour le côté un peu cocooning, un peu doudou. Mais vraiment, si vous craquez sur le personnage principal de Ove, parce que je pense que c'est lui la vraie force du roman, ce roman peut être un vrai coup de cœur, une vraie pépite. Je ne l'ai pas lu, je l'ai bouffé. Je l'ai lu une journée. Je crois qu'en une journée, il était plié. Il fait presque 400 pages. C'est doux, c'est bienveillant, c'est plein de belles valeurs. Ça pose des questions aussi, voilà, sur les choix qu'on fait tout au long de notre vie, sur ce qu'on attend de la vie. Voilà. Vraiment un roman adorable, vraiment formidable. Je l'ai peu vu passer ce roman et c'est bien dommage. Moi je l'ai adoré, c'est un petit coup de cœur. Je ne peux que vous le recommander. Alors bien évidemment, si ce genre de roman peut vous plaire, voilà, si votre cam c'est les trailers ou les romans crades, ne lisez pas La vie selon Ove. Je pense que ça vous plaira pas. Mais sinon, sinon c'est un excellent roman. J'ai beaucoup ri, j'ai été très émue, j'ai pleuré. Voilà, que dire de plus? J'ai adoré Ove, j'ai adoré cette histoire et voilà, j'essaierai de lire d'autres titres de Frédéric Backman, même si j'ai vu que les autres n'étaient pas forcément aussi bien réussis ou notés en tout cas que celui-ci, mais c'était une pépite et moi je vous le recommande. Et voilà, donc je suis assez contente parce que je vois que j'ai été assez rapide pour vous parler de tous ces romans. J'ai essayé d'être assez synthétique parce que, eh bien, il y en avait quand même pas mal, hein, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. Et si vous aussi en août vous avez eu que des bonnes lectures, voilà, et si vous avez réussi à lire beaucoup comme moi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!